Bonjour Georges, Bonjour Pedro, belle bonjour à cravate tous. aujourd'hui. J'espère que vous allez bien pour ce week-end. Ah ouais, cravate, bah, ce soir, on reçoit, pas ce soir, mais on reçoit quand même Jules Casanova, il est tout le temps en cravate. Ah, tu veux dire que ma chemise est Et que nous inappropriée? écoutons pas. Mmh. Oui, oui, mais ça va bien avec le tableau derrière toi, c'est parfait, c'est parfait. Alors, tu sais qu'à Je te chaque dis qu'on est un peu émission, trop je me gauchiste. dis que j'ai soit des oreilles de lapin, soit des cornes de diable, soit un papillon. Donc je crois que je vais changer, tu vois? Je vais me mettre sur, un autre, tu vois? On va voir. Enfin bref. Alors, on va commencer cette revue de presse avec un sujet. Alors, je le dis à notre audience, quand Georges m'a envoyé le sujet, j'ai vérifié plusieurs fois parce que je n'y croyais pas. J'étais dans un état de sidération. Donc je vais vous partager ce que c'est parce que quand on croit avoir tout vu, bah, parfois on se rend compte qu'on n'a pas tout vu. Et donc, alors, je vous partage. Alors bien sûr, c'est quand je clique sur le bouton partage que j'essaye de faire mon effet de suspense que ça marche pas. Le service, donc le fameux ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, condamne donc fermement les attaques récentes faites par, je mets entre guillemets, des, éléments pro-Assad sur le régime intérimaire dans les zones côtières de la Syrie et donc des violences contre tous les civils. Au moment où on apprend un génocide ethnique complet, des, de certaines minorités en Syrie, j'ai l'impression qu'ils sont juste qu'on est dans le multivers là. Donc Georges, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que, comme je l'ai dit, quand j'ai vu cette, comment communication, j'y ai pas cru. Je me suis dit: «C'est un fake, c'est pas possible. On peut pas dire un truc comme ça». Non mais, moi je suis absolument choqué. Là, on est dans du Orwell à haute dose, 1984, mais ça s'arrachait les cheveux. Donc, il a fallu des efforts de communication absolument colossaux et de mauvaise foi sans nom pour tenter d'effacer que ceux qui sont au pouvoir à Damas aujourd'hui, ce sont les bras droits, les héritiers d'Al-Qaïda. Vous vous souvenez? World Trade Center, le navire Cole, les attentats à Madrid, les attentats à Londres, les attentats à Paris et Daesh, les attentats à Paris, c'est eux, ils sont au pouvoir à Damas. Alors, la Commission européenne et les débiles de néoconservateurs qui sont à Bruxelles ont voulu qu'ils soient là parce que ça leur faisait une petite victoire sur les Russes qui perdaient leurs deux bases, totalement secondaires. Peu importe si ça livre tout le Proche-Orient à la folie djihadiste, ce qui va arriver. Et ce qu'on avait dit, ce qu'on avait prévu, ce qui était évident qui allait arriver, vous avez eu ici des intervenants de Syriens, anciens opposants à Bachar el-Assad, que ces gens-là, évidemment, n'allaient pas être démocratiques et ouverts. Or, on essaie de nous présenter ça comme des djihadistes modérés. Des djihadistes modérés. Mais là, c'est pire encore, car c'était certain qu'il allait y avoir une répression contre les Alaouites. C'est la guerre depuis toujours. Oui, il y a eu des massacres à l'époque de papa Assad à Homs, parce que les frères musulmans étaient entrés dans l'école militaire à l'époque et avaient exécuté exclusivement les Alaouites. C'est une grave guerre civile qui va commencer de ces djihadistes contre les minorités, parce qu'il n'y a pas que les Alaouites qui ont été touchés, Pedro, c'est aussi Oui, les tout à chrétiens. fait. Donc, la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle trouve à dire? Alors, on a des djihadistes, des gens qui ont fait des attentats à travers toute l'Europe et les États-Unis. Et ils nous disent, dis donc, ce qui se passe sur la côte en Syrie, les Alaouites, ça, c'est pas bien, on les condamne parce qu'ils empêchent le gentil gouvernement djihadiste, modéré et inclusif, de faire une Syrie démocratique. Mais qui va croire à une saloperie pareille? Donc, on a hésité beaucoup, on ne l'a pas fait. Je crois que Pedro a eu raison.
Vous l'avez peut-être vu, les images sont atroces. Ce sont des images d'exécution, c'est pas des images de combat. Les cadavres qu'on voit, actuellement en Syrie, on est on a passé les 1 500, en 2 ou 3 jours. Ce ne sont pas des cadavres de combattants. Ce sont des cadavres de gens exécutés en ligne, dans des fosses communes, des familles, des enfants, des femmes, des vieillards. Et ça va s'aggraver. Et à Damas, on a une petite communication du président qui dit oui, 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 on va faire une commission d'enquête indépendante. Et ben, je pense que pour la commission d'enquête indépendante, il devrait téléphoner à Bruxelles et au bureau de Madame Kaya Kallas, qui est notre magnifique ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Je suis sûr qu'elle va envoyer une magnifique commission indépendante, hein, parce que ça sera sûrement aussi indépendant qu'en Roumanie. Et donc, ils diront que les djihadistes modérés, vraiment, c'est pas sympa de les embêter parce que c'est des gens très très bien. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte et c'est fait au nom de l'Union européenne. Vous vous souvenez, les valeurs, tout ça, démocratie, faut être gentil, gna gna gna. Ah voilà, il n'y aura pas. Ces gens-là ont massacré les yézidis, ces gens-là ont massacré des Kurdes, ces gens-là ont massacré des chrétiens. Ces gens-là font des exactions contre eux depuis des années, depuis 15 ans maintenant, et ils vont continuer, et de manière de plus en plus grave, avec au risque, quand ils seront bien renforcés, quand ils auront bien la Syrie sous contrôle, eh bien de partir plus loin, au Liban, en Jordanie, retourner en Irak, qui sait? Voilà, ça, c'est ce qu'ont fait tout le temps les néoconservateurs. Ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait en Afghanistan, ils ont foutu le chaos en Iran, en Libye, dans tout le Sahel. À chaque fois, c'est une catastrophe pour les populations, d'abord, pour toute la région, qui met des dizaines d'années à s'en remettre, et pour nous aussi. Voilà qui nous gouverne. C'est insupportable. Mais Georges, est-ce qu'on peut prendre les paris? La prochaine communication de ce ministère, ça va être quoi? Les manifestations pour l'émancipation des femmes en Arabie Saoudite créent des troubles importants, il faut que ça cesse? C'est, il faut pas embêter les talibans, ils ont le droit d'avoir une vision rigoriste, de la religion? Oui, c'est vrai, hein, les femmes voilées qui veulent enlever le voile, c'est vraiment, elles empêchent le gouvernement de fonctionner. C'est je veux dire, Ah, tu vois, tu as Matt Mel Gibson qui nous écrit voilà. Oui, mais Georges, ce sont des Alaouites, donc quelque part des pro-russes, pro-Poutine. Ils l'ont bien cherché. Mais en fait, vous écrivez ça avec un ton d'humour, mais c'est ça qui transparaît. C'est ça la réalité. non, non, mais C'est ça la réalité. C'est ça la réalité de la Commission européenne dans ce communiqué, qui est une honte absolue. ce qui est sûr, c'est même, on va dire, nous, en tant que nation, on devrait convoquer alors je sais pas s'ils ont un ambassadeur, on devrait convoquer madame Kaja Kallas pour qu'elle s'explique de cette communication. Puisque, en tant que membre de l'Union européenne, elle nous engage dans une défense d'un régime autoritaire qui massacre des innocents. C'est en plus, on n'a pas voté pour elle. Elle n'a pas de mandat démocratique. Donc cette dame parle au nom d'un peuple de l'Union européenne pour dire: «Eh super, il faut pas les embêter, hein, c'est pas gentil». Non, sérieusement. C'est pour ça que moi j'étais sidéré quand tu m'as envoyé le truc, je me suis dit: «C'est» ouais, parfois, la réalité dépasse la fiction, quoi. On est dans une outrance complète, dans un c'est même plus un dérapage contrôlé là, c'est je veux dire, c'est un dérapage où on part en vrille et on se retrouve sur la lune. C'est n'importe quoi. Oui, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, ils avaient demandé les armes qui restaient aux Alaouites. On dit: «Bon, en général, quand on demande les armes, c'est que soit on est vraiment sympa et qu'on veut vraiment reconstruire un pays démocratique, soit qu'on veut être tranquille quand on fera un massacre». Et ben voilà. Donc maintenant, la probabilité que les Kurdes rendent les armes, puisque ça fait partie du deal, j'espère qu'elle est nulle pour les Kurdes, car ça serait absolument stupide. Ils ont été, c'est les Kurdes qui ont porté les coups les plus durs. En réalité, avec les Russes, et pas tellement le gouvernement de Bachar el-Assad, contre Daesh. C'est eux qui ont pris Manbij, c'est eux qui ont tenu à Kobané en 2015 quand personne n'y croyait. Donc, après, ils ont pris Manbij, puis plus tard, c'est eux qui ont pris Raqqa, la capitale de Daesh. Ce sont les troupes, les commandos kurdes du Rojava qui ont permis de prendre Mossoul, parce que la coalition
D'ailleurs, la coalition occidentale qui a tout écrabouillé la ville avec au canon lourd, hein, parce que bon, quand on rentre dans une guerre réelle, malheureusement, c'est ça qui se passe, hein. C'est pas comme depuis la Commission européenne où on pense qu'on peut faire tout ça sans casse. C'est eux qui ont mis à bas Daesh en premier lieu, en payant le prix fort. Ces gens-là ne l'auront pas pardonné et ne vont pas pardonner. Donc si eux rendent les armes, d'autant plus que la Turquie d'Erdogan qui a soutenu les djihadistes va continuer à vouloir prendre le nord de la Syrie, donc le Rojava, puis surtout là où il y a les puits de pétrole, jusqu'à Mossoul, hein, c'est revendiqué par Erdogan. On pourrait avoir un horrible massacre, et là, pour le coup, une tentative de génocide de la part des djihadistes. Mais peut-être que ça ne se passera pas parce que la commission indépendante de M. Giuliani va faire en sorte que tout ça rentre dans l'ordre. Oui, alors je tiens à m'excuser, j'ai employé au début, de l'émission, hein, le terme génocide. Effectivement, on peut parler d'épuration ethnique à l'heure actuelle. Génocide est un peu fort comme mot et il faut faire attention quand on le manie parce que ces temps-ci, on le manie un peu à tort et à travers et c'est pas bien parce que justement, ça occulte les vrais génocides. Donc mais on est sur une purge, un massacre d'opposants, ben, il y a aucune, on va dire, aucune ambiguïté là-dessus. Alors, Georges, on va parler d'un autre sujet. Alors, je vois que tu mets tous les commentaires. Alors, que je me retrouve dans mon sujet. C'est qu'est-ce qui se passe en Roumanie? Vraiment. Alors, c'est s'il y a, bon, c'est un pays concrètement sur lequel, il y avait des niveaux de corruption très importants quand même. Donc on peut dire que c'est un peu, je vais pas dire que c'est un foutoir politique permanent, mais c'est quand même très particulier. Donc, il y a des gouvernements en crise depuis très, très longtemps, une économie un peu en vrac, une corruption endémique. Donc c'est un peu un cocktail explosif qui est devenu la norme. Il y a le problème des Roms, qui sont ostracisés dans la société roumaine. Le déficit qui explose, la lutte anticorruption qui marche pas parce qu'en fait, elle est faite par des gens qui sont corrompus. Bon, une population complètement désabusée. Là, d'un seul coup, on encourage les gens à voter. Ils veulent pousser quelqu'un de différent et c'est annulé et maintenant on dit qu'il peut plus se présenter. Est-ce que, Georges, on n'est pas juste, c'est un peu, dur ce que je vais dire, mais c'est pas un peu, on va dire le désordre des Balkans à chaque fois? Et que justement le statu quo, c'est toujours cette instabilité? Alors, moi, j'en ai marre du racisme, Pedro, hein, et de la xénophobie anti-Balkan. Il voit pas ce que les Balkans viennent faire là-dedans. Parce que le problème ne vient pas de Roumanie, le problème vient de Bruxelles. Je te tendais la perche. Donc là, on a, bon, la situation est la suivante, le candidat Călin Georgescu, heu, d'abord, il y a une annulation de la du 1er tour des élections présidentielles parce qu'il est arrivé en tête. Maintenant, on sait que les accusations qui étaient faites sont infondées, en particulier celles concernant la manipulation sur les réseaux sociaux. Et là, eh bien, ils viennent de lui interdire tout simplement, alors l'élection a été reportée en mai et ils viennent de lui interdire tout simplement d'être candidat. Il y a énormément de manifestations dont on ne rend pas compte ici, c'est très intéressant nos médias, hein. Dès qu'il y a 3 Géorgiens, totalement minoritaires qui s'opposent à un vote massivement populaire, pour le gouvernement actuel en Géorgie et qui se drapent dans les drapeaux européens, alors ça, on en a des heures et des heures sur nos médias. Mais, quand il s'agit de centaines de milliers de manifestants en Roumanie, étonnamment, les correspondant doit avoir la gastro. Je pense que voilà, c'est pour ça. Il ne peut pas faire le travail et donc il n'en parle pas. Alors, on va pas tout Dévoilé? dévoiler parce que tout à l'heure, va nous rejoindre l'ami Gilles Casanova? Gilles Casanova
et ça va être le sujet principal de notre discussion, c'est ce qui se passe en Roumanie et comment il l'analyse. Mais posons le fait que, jusqu'au bout, Georgescu soit interdit d'aller aux élections. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire, concrètement, que le pouvoir réel exécutif est en train de basculer à Bruxelles et que Bruxelles accepte ou n'accepte pas qu'un gouverneur d'une région soit nommé, élu, que et qu'ils sont prêts à s'asseoir sur les élections. Bah, c'est la mise en place, d'une manière un peu particulière, d'une forme de, si ce n'est pas de dictature, de non-démocratie. Sur les 20 dernières années, le 29 mai d'ailleurs, nous allons célébrer, en particulier, avec, République souveraine, mais nous on va le couvrir. Pour vous, on va célébrer les 20 ans, du vote populaire contre le traité constitutionnel européen. Depuis ce vote-là, 8 référendums en Union européenne, ont eu lieu et l'Union européenne s'est à chaque fois assise dessus parce qu'à chaque fois on a dit non à la question que posait, l'Union européenne ou les européistes. Quand je dis «on», c'est, les Grecs, les Irlandais, les Hollandais, ainsi de suite, les Français. Donc on a une Union européenne qui, soi-disant, défend des valeurs, à commencer par la démocratie qui, malgré ses difficultés, et son incomplétude, est quand même née sur le continent européen. Soi-disant, elle défend ses valeurs, mais elle s'assied dessus. En fait, elle change les mots et la démocratie consiste, eh bien, à être d'accord avec une élite une élite techno, oligarchique qui détermine ce qui est le bien et ce qui est le bon. D'ailleurs, elle le fait aussi bien en Europe que dans le reste du monde. Voilà ce qui se passe et les orientations politiques de Georgescu sont secondaires dans cette affaire. Parce qu'on a quand même l'argumentaire étonnant, c'est que Georgescu, né d'extrême droite, donc n'est pas démocrate, donc il serait, il nuirait à la démocratie. Alors pour qu'il ne nuise pas à la démocratie, tuons la démocratie. Étonnant argument, mais c'est l'argument que tient la Commission Mais européenne. alors Georges, est-ce que tu n'es pas un grand, démocrate naïf, trop complaisant avec, certains opposants qu'il vaudrait mieux, fusiller sur la place publique, plutôt que de les laisser se présenter? Mais non, parce que ça c'est un changement de technologie, du pouvoir. Heu, Fusiller les gens, les mettre en prison, au goulag dans des camps ou à Cayenne, bon, c'est un peu old school quand même, hein, ça se voit. Ah mais ça peut défouler. Là, ça se voit pas. Oui, mais ils veulent pas se défouler. Ils veulent, maintenir contrôler le pouvoir. Alors comme on l'analyse régulièrement ici, l'analyse pour nous, François Coq, ces gouvernements sont des gouvernements minoritaires qui ne peuvent pas prendre le pouvoir comme ils le prenaient avant. Pendant longtemps, on a eu des alternances gauche-droite où ils faisaient plus ou moins la même chose, mais ils avaient une capacité à avoir une majorité. Maintenant, ils ont des grandes difficultés à tenir des coalitions, faites de briques et de broc. On le voit en Allemagne, on le voit, en France, aux Pays-Bas, qui ont beaucoup de mal à se maintenir au pouvoir pour continuer ce qu'ils ont toujours fait. Donc ce sont des gens minoritaires et qui, évidemment, ne peuvent pas laisser libre cours à la démocratie, parce que ça impliquerait, leur renversement. Je pense que ceci ajouté à une situation, géopolitique où, malgré les bêlements, à Bruxelles, à Londres, à Berlin et à Paris, on a une Europe qui est mise en queue de comète de la géopolitique mondiale. Ça se voit très, très clairement quand on lit la presse mondiale, hein. Ce qui se dit de l'Europe en Afrique, ce qui se dit de l'Europe en Inde, en Indonésie, à Singapour, ou en Chine, ou en Amérique latine, montre bien que comme on dit vulgairement, on pète, très au-dessus de notre cul, et pour ceux qui ne sont pas vulgaires, que nous sommes frappés d'hubris. Heu, Ça c'est en géopolitique. Économiquement, on est dans une zone, on est dans la crise économique, hein. Plusieurs pays sont en récession. Dans l'Union européenne, les dettes ne font que s'accroître. La balance commerciale, heu,
augmente tous les mois, en particulier dans les pays comme la France, parce qu'il y a un processus de désindustrialisation qui continue. Bref, tout ça augure d'un avenir, assez inquiétant, dans l'Union européenne. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, parce que tu parles de l'Union européenne, moi je voulais te poser quelques questions sur cette dame. Alors, il faut que je retrouve mon onglet. Maintenant, je me suis perdu dans mes fenêtres. Sur cette dame qui est Juste, je réponds à Laurent, qui pose une question intéressante. Est-ce qu'il y a des recours légaux contre des décisions de l'UE? Bah, il n'y a non. pas de démocratie contre les traités. D'ailleurs, c'est bien le problème, hein. Alors on va en parler avec Gilles, mais il faut savoir qu'on a quand même l'ambassadeur de France qui est allé voir avant que la décision soit prise, le président du Conseil constitutionnel, de Roumanie. Et vous vous souvenez, on a parlé ici du Conseil constitutionnel de France, où on a monsieur Ferrand maintenant. Très honnête monsieur Ferrand, qui n'est pas ni constitutionnaliste ni juriste, mais c'est pas grave. Il est président du Conseil constitutionnel et monsieur Ferrand, lui, il souhaite un troisième mandat, pour Emmanuel Macron. L'argument, c'est: «Oh, s'il démissionne, 6 mois avant, c'est comme s'il n'avait pas fait de mandat». La moitié des constitutionnalistes en France disent que oui, peut-être, d'autres disent non, hein, quand même, faut pas abuser. Mais vous savez qui? C'est le Conseil constitutionnel, comme en Roumanie, qui décidera in fine et il n'y aura pas de recours. Voilà, il n'y en a pas. C'est la décision du Conseil constitutionnel est définitive, sans aucun recours d'aucune sorte. Et donc, oui, à partir d'un moment donné, quand il n'y a plus de recours légaux, ben alors par rapport à l'Union européenne, il n'y en a aucun, heu, il crée les conditions justement de soulèvement, populaire. Et je pense qu'il compte sur le fait qu'il n'aura pas lieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui viendra après, parce que quand même, on peut toujours acheter du jambon au supermarché, même si c'est plus cher, quand même, il y a Netflix. Bon, ils se disent que les gens vont quand même, voilà, ils vont avoir plus peur que la peur va l'emporter sur le désespoir. Voilà, ça c'est le motto, je pense, de la Commission européenne. Ils espèrent toujours que la peur va l'emporter sur le Alors, désespoir. justement, je voulais te parler de cette dame. Alors est-ce que pourquoi ça partage pas? Effectivement, c'est comme la dernière fois. Voilà. Tu vois cette dame? Pourquoi? Parce que, alors, je ne sais pas si tu as suivi, elle a fait encore un numéro, on va dire, d'incantation eurocratique, on va appeler ça comme ça, à Strasbourg, où elle a, justement, vanté l'avenir radieux de l'Europe. Donc, c'est des mots toujours de plus en plus lyriques, des discours de plus en plus pompeux, mais avec une réalité qui reste quand même la même, une machine institutionnelle hors sol, lente, impuissante et coupée des peuples. On nous parle de souveraineté européenne, de pacte vert, de réformes ambitieuses et pendant ce temps-là, l'Union, elle, elle enchaîne les naufrages politiques, la crise énergétique, l'effondrement de l'agriculture, la désindustrialisation galopante sous les ravis de la Commission. Bref, tout le monde, même la presse la plus eurosceptique, du moins la plus au contraire, européiste, pardon, de ce lapsus, s'amuse et trouve que, on se perd dans des délibérations byzantines pendant que le monde avance sans nous. Donc est-ce que tu crois qu'on va se laisser longtemps encore hypnotiser par ces incantations ou est-ce qu'un jour on va tirer enfin le rideau sur cette pièce de théâtre post-dramatique? Bah, c'est ce qu'on vient de dire. On a un pouvoir, du centrisme extrême néolibéral, qui s'efface doucement, à centrisme extrémiste, néolibéral et atlantiste et rien ne va. Donc rien ne voilà, parce que ça vient de passer, Pedro. Et toi, tu as fait Oui, oui, avant. tout à fait. Toi, parce qu'il s'est pas il y a eu quelques événements. Excusez-nous, On a on juste a le on a sommaire. on a un petit conflit sur le sommaire qu'on doit régler en même temps que le reste. Heu, Bon oui, non mais tu t'étais avancé en fait, tu avais non, mais prévu ils Ursula. sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber.
les choses se passent ailleurs. Heu, il y a une reconfiguration complète du monde. Le pivot du monde bascule en Asie. De toute façon, c'est normal, le gros de la population de la production est maintenant, sûrement au moins la moitié de le développement technologique, et scientifique de l'humanité, se passe là-bas. Donc on voit pas très bien pourquoi, le pivot du monde devrait être au milieu de l'Atlantique. Ici, c'est plutôt, une, dégénérescence, lente, la population vieillissante, les jeunes font de moins en moins d'enfants, pas de perspective, l'ingénierie et la science sont de plus en plus atones. Bon, même s'il y a, des choses extraordinaires qu'on fait, mais il y a pas d'élan, organisé par l'État, il y a rien, il y a rien du tout. Bon, 36-15 Ursula. Une baby On a boomer. surtout une chanson de la on a surtout une chanson de la 2e guerre mondiale qui s'appelle, Ursula. Je vous laisse deviner par qui elle était chantée. Est-ce Ce alors Georges, et donc ces gens-là, ils veulent pas abandonner leur pouvoir et ils continuent dans tous les domaines à faire la même chose qu'ils faisaient, alors que ça mène à la catastrophe. On en avait parlé, on avait fait un petit lien, là-dessus au moment, de la semaine dernière, du salon de l'agriculture. On avait dit l'étrangeté, de la continuation du conflit commercial, avec la Russie, qui était le principal pourvoyeur, non pas seulement de gaz, de pétrole, d'uranium, mais aussi de beaucoup de ressources directement à l'Europe. On a un canal direct qui est rompu et donc on est en train de chercher partout sur terre du lithium, du cuivre, des terres rares et pour ça, eh bien, on fait des traités de libre-échange avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, où on sacrifie un élément de puissance, en particulier en France, qu'on pourrait activer immédiatement, à savoir l'agriculture, pour pouvoir vendre encore quelques machines-outils, encore quelques voitures, allemandes, sans revenir sur le modèle qui est en train de s'effondrer. Voilà. Pour le moment, on est dans la continuation du suicide et pour parler de madame von der Leyen et la démocratie, en Europe, je rappelle le phénomène quand même intéressant que les procédures judiciaires lancées contre, madame von der Leyen et ces accointances étranges avec le patron de Pfizer pour, la signature de contrats qui a apparemment coûté une fortune à l'Union européenne sur les vaccins anti-Covid, eh bien, est menée, par, non pas par un pays de l'Union européenne, mais il est mené par le New York Times aux États-Unis. donc tu ne crois pas à cet avenir radieux pour l'Europe? Si, j'y crois, mais Mais sans il l'UE? faut absolument Mmh. changer, de modèle, il faut changer l'UE, il faut enlever tous les Merz, Scholz, Macron, Starmer, von der Leyen, ce sont des boulets. Voilà. Tant qu'on l'aura pas fait, il y aura pas d'avenir radieux, on aura un avenir pas Alors, radieux. il y a un sujet où, l'Europe peut se réjouir ou pas. Et ben, c'est Reuters qui vient de l'annoncer. Donc l'Europe, depuis les 4 dernières années, est devenue donc le premier importateur d'armes mondial, mais surtout c'est l'Ukraine qui est plus fort que l'Arabie Saoudite ou l'Inde. Donc c'est grâce à l'aimable contribution donc de toutes les puissances occidentales venues sauver la paix à coups de missiles. Heu, bon, bah, c'est quand même une ironie du sort parce qu'au même moment, dans les salons feutrés de l'Europe, on continue, de nous servir des discours pacifistes et de vanter le cessez-le-feu. Mais concrètement, on transforme pas des chars comme ça en licornes ou un truc comme ça. On fait une importation massive d'armes. C'est aussi, ça permet de pour ceux qui pensent encore que l'armée russe est affaiblie et cetera, il faut voir tout ce qui a été envoyé en Ukraine pour qu'elle puisse résister. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on va dire, c'est du jamais vu. Donc est-ce que Georges, on fait pas, justement, on fait pas la guerre pour mieux parler de paix? C'est quoi le plan en fait? J'en sais rien, mais à quel moment ça s'arrête cette folie? Alors, c'est pas une bonne nouvelle, heu, dans des économies en crise,
qui ne peuvent pas, produire par elles-mêmes que d'acheter en plus par-dessus du matériel militaire à l'extérieur. C'est une aggravation, comme tu viens de le dire, de la balance commerciale extérieure, qui est déjà négative, en particulier pour des pays comme la France. C'est d'autant plus, idiot, mais c'est un autre sujet, qu'évidemment, il n'y aura pas de guerre avec la Russie. De toute façon, s'il y avait une guerre avec la Russie, eh ben, on serait plus très nombreux pour la commenter. Entre les cadavres l'hiver, et la poussière généralisée et l'hiver, nucléaire, permanent. On ne fait pas de guerre entre nations nucléaires. Bon, ça on ne cesse de le rappeler ici, mais c'est toujours bon de le rappeler quand même. Donc c'est de l'investissement non productif. On est déjà des économies en crise. On importe déjà énormément d'armes qu'on pourrait produire, mais on en produit, mais on en importe beaucoup. Et là, on fait un emprunt de 800 milliards pour acheter plus d'armes. L'autre jour, Manu Bompard, de la France insoumise, a dit que c'était terrible, qu'on apportait en France 50 de nos armes étaient achetées aux États-Unis. Mais vous savez quoi? Manu Bompard a tort. Alors, salut Manu, la prochaine fois que tu passeras à la télé, c'est 63. Là, aujourd'hui, déjà. 63. Et 2 tiers de nos armes, alors qu'on est un pays producteur d'armes, mais on achète aux États-Unis. Voilà. Alors, moi, je me demande si, en fait, sous couvert d'affrontements avec la Russie, de tout ça n'est pas une immense, fumée pour, continuer à se maintenir au pouvoir et fédéraliser l'Union européenne. Car l'annonce d'un investissement de 800 milliards, donc c'est un rapport Draghi, hein. On est dans la continuation du rapport Draghi qui devait être publié en juin, qu'ils ont fait, ils ont attendu de le sortir, que les élections européennes passent, parce qu'il était, assez négatif et déjà le chiffre de 800 milliards, ça vient de ce rapport Draghi qui déjà disait: «Il faut investir dans l'armement». 800 milliards, donc beaucoup d'achats d'armement à l'extérieur, c'est-à-dire au premier producteur mondial, les États-Unis, eh bien, c'est un appel du pied direct à cette part de l'État profond américain que sont les fabricants d'armes. Boeing, Lockheed Martin et ainsi de suite. Qui eux, pourraient être, ainsi, détournés d'un éventuel soutien à Donald Trump et de sa révolution conservatrice, aux États-Unis, en se disant: «Mmh, heu, les Européens nous proposent, quelque chose de relativement intéressant, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui vont rentrer». Heu et donc je pense que tout ça est plus orienté contre Trump que contre la Russie, encore une fois avec laquelle il n'y aura pas, de conflit. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est absolument et totalement suicidaire. Ce qu'il faudrait faire, nous on en a j'en enfin j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé encore j'ai fait un mini article sur le réseau là-dessus. Il faudrait que la France, d'abord la France, fasse une pause stratégique de 5 ans pendant lesquelles elle se réorganise avec une planification d'État, je parle de sa défense et de réorganiser l'industrie de défense, comme elle est organisée, beh, justement en Russie. C'est-à-dire pas orientée d'abord à la vente à l'extérieur, mais orientée à répondre aux besoins de nos armées, ce qui est pas toujours le cas et même souvent pas le cas. Donc nos militaires ont des besoins, ont des cahiers des charges et l'industrie de défense doit être nationale à 100. On ne peut pas avoir de composantes extérieures, sinon il n'y a pas d'indépendance, ni russe, ni chinoise, ni américaine. Et si on n'a pas un élément, eh ben, on prend le temps et on le fabrique, d'où la nécessaire pause, et on réorganise une industrie de défense largement sous contrôle d'État, qui sert d'abord nos intérêts. C'est ça qu'il faut faire, avec des lignes de production, qu'on maintient gelées. C'est-à-dire qu'on puisse réactiver en cas de besoin, en cas de conflit, et pas de se retrouver comme c'est le cas actuellement, avec l'incapacité, à relancer une production parce que, mon Dieu, ça prend 10 ans, c'est très difficile et qui va nous acheter toutes les armes qu'on va fabriquer? Voilà. À noter au passage qu'on a quand même ça fait beaucoup de bruit, hein. On va s'armer, on va acheter des canons, on va faire des usines et tout ça. Tagada de soin de soin. Moi, j'ai déjà entendu ça et vous avez tous entendu déjà ça. C'était il y a, quelques années, on était déjà en guerre contre la Covid et il fallait se réarmer,
au niveau de la médecine et des outils médicaux et puis rien, zéro, quasiment rien. Si, je crois qu'il y a une usine à chaque fois. Alors je ne voudrais pas vexer, Tristan. Oui, il y a une petite usine de Doliprane qui a été ouverte à Toulouse. Voilà, c'est le succès. Alors c'est toute la mobilisation, de «Nous sommes en guerre contre le Covid» a donné ça. Alors peut-être que, tout le baratin, de Emmanuel Macron conduira à, je sais pas, peut-être ouvrir une usine de parachutes. Alors Georges, il nous reste quelques sujets avant l'arrivée de monsieur Casanova, en particulier. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que je partage, c'est Politico qui a révélé, donc tu en as parlé dans tes tweets, que l'entourage, de Trump discute avec des opposants de Zelensky et surtout, alors on va voir si vous la reconnaissez, une certaine dame à la tresse, donc celle qu'on appelait, la Jeanne d'Arc de Maïdan, si on peut dire ça comme ça, qui en fait, en réalité, c'était une oligarque qui s'était enrichie dans le gaz quand même, qui avait une espèce de faux populisme qui promettait, beaucoup socialement, un patriotisme flamboyant et qui est parti un peu, on va dire, la queue entre les jambes, si on peut dire ça comme ça, d'une dame et surtout qu'elle avait une ambition personnelle sans limite. Qu'elle, crée dans un dessin national, mais pourquoi, Georges, d'un seul coup, on fait revenir des vieilles figures du passé? Alors, on sait qu'elle était très appréciée, des Américains. Est-ce qu'il va falloir supporter, le retour de, Yulia version, 2025, relookée avec peut-être une autre tresse, peut-être de couleur cette fois-ci, je ne sais pas et des discours recyclés? Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Puisque apparemment tout le monde lâche Zelensky. Pedro, Je t'ai volé un est-ce que tu sujet? peux nous mettre la photo? Non, non. Quoi? Non, non, est-ce que tu peux nous mettre la photo que voilà, CNR, soviet a raison. Une Europe unifiée avec une technocratie néolibérale vassale des États-Unis, le cauchemar. Ouais, on n'est pas loin, hein. Voilà, ça ressemble quand même beaucoup déjà. Regarde la petite photo que je viens de t'envoyer sur Telegram. Est-ce que tu peux la mettre en ligne? Ça serait très sympathique concernant, ça va répondre un peu à ta question. Alors, donnez-moi. Il y a Adrien qui dit: «Ils veulent pas construire un hôpital plutôt?» Ben oui, ce serait pas mal. Ah non, mais les hôpitaux, c'est compliqué. Il y a des dépenses à faire dans ce domaine. Alors, ah oui, ah bah Mais oui, je rappelle que ah bah oui, c'est ah bah notre oui. ami c'est notre ami, J'ai c'est notre ami François Hollande avec Emmanuel Macron qui a vendu une entreprise qui s'appelle Nexter. Avant qui s'appelait Jet Industries. Il y a très, très, très longtemps, ça s'appelait les Arsenaux Royaux, qui a fait toutes nos armes et c'est ce qui faisait le Charles Leclerc. Et ben, ces crétins ont fusionné ça avec Krieg Meyer Wegmann, KMW, allemand. C'est la même entreprise qui fabrique les léopards et ben voilà, c'est les Allemands qui fabriquent les chars. Voilà, ah, une petite photo qu'on a retrouvée, j'aime bien celle-là. Comme vous le voyez, c'est du 4 avril 2014, 8h21. Alors, il avait plus de cheveux, hein, c'est l'âge, c'est tout le monde, c'est comme ça. Le 26 mars, Raphaël Glucksmann nous a invités dans le bureau de Yulia Tymoshenko, donc on est en 2014, hein, candidate à la présidentielle, à qui il a prodigué ses conseils en matière politique. Alors Raphaël, bah, là, il y a une possibilité que peut-être Yulia reprenne du service et dirige l'Ukraine. Comme tu l'as déjà conseillé, tu vas pouvoir reprendre du service, hein, voilà. Bon, Yulia Tymoshenko, certains n'ont pas nécessairement compris ce que j'ai écrit et je n'ai pas dit que c'était une solution pour l'Ukraine. Et ce qu'ils m'ont écrit: «Mais il est horriblement corrompu, c'est n'importe quoi». Oui, 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 on est au courant, elle est totalement corrompue, et de très, très loin. Et puis elle était anti-russe, puis après elle est repassée dans le giron russe, puis elle est repartie anti-russe. Bon, elle est assez extraordinaire, Elle hein, avait une belle tresse. donc ah, elle fait de très beaux cheveux. Alors elle est il faut savoir, c'est une Ukrainienne assez originale puisqu'elle est, par le père ou la mère, je ne sais plus, mais elle est russe et arménienne. Voilà, d'ethnie, de sang, quoi. Elle vit en Ukraine. Bon, pourquoi pas. Elle est très, très brune, mais elle s'est blondie les cheveux, puis elle s'est fait cette tresse, ça fait une image de marque. Bon, c'est pour voilà, quelques techniques de communication politique, au cas où, vous auriez à prendre le pouvoir quelque part. Elle a été l'égérie d'une première révolution de couleur, c'était la révolution orange, donc déjà, faite par les États-Unis. C'était en 2004, qui avait commencé à tendre les choses
en Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie. Et elle était l'égérie de cette révolution. Voilà, Yulia Tymoshenko. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a été rejointe dans son affaire par Arestovitch. Arestovitch, qui était le conseiller principal de Zelensky pendant des années, conseiller principal. Et elle est devenue donc vendredi présidente du, attention, Parti pour la paix. Bon, C'est pas elle qui était présidente du Parti alors pour la ça veut pas dire. patrie, pour résister aux Russes avant? Si, si, mais elle a tout fait. Mais ce qui, bon, je te dis, c'est le problème n'est pas de dire qu'elle est fantastique. Le truc, c'est que Arestovitch, ancien principal conseiller et artisan de tout ce qu'a fait Zelensky, rejoint Yulia Tymoshenko, qui jusqu'à la semaine dernière disait non, non, notre président légitime, c'est Zelensky, hop, devient présidente du Parti pour la paix. Le nom n'est pas choisi pour rien. Donc, moi, je pense qu'il doit y avoir manœuvre et baleine sous gravillon. Alors avec elle, mais aussi avec Zaloujny, qui lui est ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne, et que les deux, donc ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, plutôt apprécié en Ukraine et par l'armée, il y aurait une possibilité de quelque chose, puisque Zelensky est complètement obtus à tout ce que veut la Maison-Blanche, et qu'il est à 100% derrière Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron et von der Leyen, qui eux sont dans une logique de continuation de la guerre. Parce que sinon, ben tout ce qu'ils ont mis en place s'effondre. Et apparemment, en plus, les Américains ne sont pas très contents, mais ils ont découvert que les Britanniques leur ont fait un bébé dans le dos. C'est qu'en fait, Zelensky ne pouvait pas signer un quelconque accord sur les terres rares et les ressources ukrainiennes parce qu'il a déjà signé dans l'accord de coopération militaire éternel de 100 ans, je ne sais plus, un truc qui n'a aucun sens, avec les Anglais, et que ça fait partie des annexes secrètes. Donc il a déjà signé, déjà vendu les terres rares. Bon, voilà, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas plaire à nos amis de New York, et ils vont Tu pas veux dire laisser qu'il peut faire. pas vendre Donc, plusieurs si fois, Zelensky, son pays? non, et si Zelensky ne coopère pas, eh bien, ils l'ont déjà fait, hein, ils trouveront quelqu'un de plus conciliant, et qui de mieux que quelqu'un de vraiment déjà très très bien corrompu, sur qui on a beaucoup de dossiers, et qui fera ce qu'il faut pour. C'est quand même bien, un palais à Kiev, c'est pas nul, hein, faut pas cracher dans la soupe quand même. Donc voilà, je pense que c'est en train Alors d'arriver. justement, Georges, j'aimerais bien parler, avant qu'on reçoive, Gilles, de ce qui se passe parce que en Ukraine, en particulier, à Koursk, parce que c'est un pour beaucoup de gens, c'est compliqué et surtout alors, ceux qui aiment bien un peu, l'histoire, on a l'impression quand même que c'est un peu l'histoire qui est en train de bégayer de façon cruelle parce qu'il y a eu une autre bataille de course, mais dans l'autre sens. Et qu'est-ce que pour toi, cette grande offensive qui était présentée par les Européens, héroïque et cetera, ça s'achève en débâcle, c'est ce qui avait été déjà prévu depuis longtemps, tous les analystes le disaient. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de rejouer Koursk comme ça, Georges? Ou est-ce qu'on aurait dû se souvenir justement de la leçon du passé? Alors, il se fait que moi j'avais publié un article sur au moment du début de l'offensive de Koursk. D'abord, les soldats ukrainiens qui ont fait cette manœuvre sont braves. Parce qu'il faut y aller quand même, avec une ligne logistique aussi étendue, aucun couvert, peu de villes, c'est plat, mais c'est plat comme une assiette, cette zone de la Russie et de l'Ukraine. Il n'y a rien où se cacher, et beaucoup d'entre eux sont morts, et parmi les morts ukrainiens, les meilleures unités, parmi les meilleures unités de l'armée ukrainienne. J'avais écrit un papier. Déjà, j'avais écrit un papier global sur ce qui se passe le 23 février 2022, hein, la veille du début de la guerre. Je renvoie chacun, c'est sur la revue politique et parlementaire, je ne m'étais pas beaucoup trompé.
D'ailleurs, le soir même, le 24, on faisait une émission longue chez Greg Tabibian. Il y a des gens qui continuent à me rappeler, me dire: «Mais c'est incroyable, c'est exactement tout ce qui s'est passé». Ouais. Bah, j'avais fait un papier sur l'offensive de Koursk au moment où elle a commencé, en disant que c'était une folie et une folie, et que je pensais que c'était un piège, russe. Pourquoi? Parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, on connaît tous Stalingrad. Stalingrad, énorme résistance de l'armée soviétique, beaucoup de morts. Von Paulus, une armée qui se rend avec une armée, ça a été un symbole fort, ça a été symboliquement le tournant de la guerre, et qui a donné du baume au cœur à beaucoup de résistants et de gens sous le joug nazi en Europe. Mais la vraie défaite totale qui sonne le glas de l'armée du Troisième Reich nazi, c'est la bataille, la longue, longue bataille de Kursk. Or, elle a été préparée, pas par une maskirovka, mais par des opérations, psychologiques. Il se fait que j'ai servi dans les opérations psychologiques, qui a donné l'impression au commandement allemand de pouvoir faire une offensive majeure. En fait, c'était un piège et je pense qu'il s'est passé la même chose. Ils ont donné là, ils ont refait, alors comparaison n'est pas raison et on n'est pas exactement dans les mêmes volumes, mais un peu la même chose. C'est donner l'impression aux Ukrainiens, au commandement ukrainien, qu'il y aurait politiquement quelque chose à y gagner parce que ça serait une bataille sur le territoire russe et que ça permettrait d'avoir un levier stratégique et un levier dans les négociations. Et que là, l'armée russe était faible, qu'il n'y avait que des recrues, des appelés, que tout ça, ça serait facile. Je pense qu'ils les ont entraînés dans ce que les Américains appellent un meat grinder, un hachoir à viande long. Où stupidement, ils ont renvoyé, renvoyé, renvoyé les troupes. Parce que Zelensky s'est illustré par une chose pendant toute cette guerre, c'est une nullité stratégique totale au sens militaire. Et qu'il a imposé ses vues et à Zaloujny, l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et à Sikorsky, celui qui est actuellement le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, en demandant à chaque fois que les troupes, y compris les meilleures, restent à Bakhmut. Jamais de recul stratégique. Pareil à Avdivka. Pareil, là, dans plusieurs, bourgades. Pareil à Pokrovsk en ce moment et pareil à Koursk. Alors ça permet à l'armée russe de détruire énormément d'unités, parce que vous le voyez avec la ligne logistique est très étendue et c'est très, très compliqué et ça ressemble en beaucoup plus petit à ce piège qu'ils avaient tendu à l'armée, allemande qui s'y est fourvoyée longuement avec énormément de troupes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, une sorte de répétition. Heu ne parlons pas du service qui a été rendu à la propagande, enfin disons à la communication, du Kremlin. Parce que voir déferler à Koursk des gens dans des panzers allemands, avec certains des casques sur lesquels ils ont mis des croix gammées, franchement, hein, c'était du bonheur, hein, pour, les communicants et propagandistes du Kremlin. Il suffisait de tourner la caméra et de sur des gens qui ont perdu 27-28 millions dès lors la Deuxième Guerre mondiale. Bah, je sais pas, mais à Bruxelles, ils ne se sont pas rendus compte de l'absurdité de faire rouler des chars, des Panzer, Léopard. À la 1 Guerre mondiale, c'était Panzer Tiger dans les plaines d'Ukraine et de Russie. Bon, visiblement, ça leur a pas traversé l'esprit, mais voilà. Eh Ah, bien, il se passe ce qu'il se passe. Là, en ce moment, il y a un effondrement du front du côté de Koursk. On verra donc beaucoup de morts, hein, côté ukrainien, malheureusement, parce que maintenant ils doivent se replier et comme je vous ai dit, bah, se replier, c'est courir, dans un terrain qui est totalement dégagé. En plus, il y a pas de couvert des arbres puisque c'est que le début du printemps, qui est très embourbé, puisque c'est le début des fontes des neiges, donc c'est la Rasputitsa, le sol est dégueulasse. Donc c'est un massacre, c'est un massacre des troupes. On verra ce qui s'ensuivra du côté des Russes. Est-ce qu'ils vont lancer une offensive nord vers Soumy et vers Kharkov? Rien n'est moins sûr. Voilà, je ne pense pas qu'il y aura de négociations fixées d'ici là. Et mon petit doigt me dit que les 156 000 nouvelles troupes qui ont rejoint le front, qui ont eu 6 mois d'entraînement, vont arriver toutes fraîches pour la fin de la Rasputitsa d'ici un mois, c'est 4 semaines, 6 semaines.
et pourront lancer une offensive d'avril, début mai, qui elle risque d'être pour le coup définitive, surtout si les Ukrainiens n'ont plus le soutien militaire américain et surtout du renseignement. Parce que l'effondrement, il faut être honnête, l'effondrement aussi à Koursk est lié au fait que, bah, ils ont plus le renseignement américain ou beaucoup plus Mmh. faiblement. Ce qui nous dit aussi quelque chose, et je tiens à le préciser ici, c'est que nous ne disions pas de bêtises, et avec quelques autres, on a dit qu'on était complotistes et qu'on disait n'importe quoi. L'Ukraine, toute seule, ne pouvait pas faire la guerre à la Russie. Donc depuis le début, c'est une guerre de proxy. Maintenant, ça serait pas clair, ça c'est clair. Une guerre de proxy de Washington et qui, comme très souvent, a lâché, bah, quand ça ne lui convenait plus, le pays avec qui il était éternellement lié et l'a laissé choir. Ça s'est vu partout, du Vietnam à l'Afghanistan, maintenant en Ukraine. Comme le disait Henry Kissinger, il est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, il est fatal d'être un ami des États-Unis. Les Ukrainiens sont en Et train il de y a eu découvrir. un côté un peu cocasse puisque c'est grâce à la rupture du contrat de gaz par les Ukrainiens de l'acheminement que les troupes russes ont pu passer dans les tuyaux de gaz. Donc Bah, c'est ouais, exactement. Bon, c'est une manœuvre tactique intéressante. Loran écrit à cause qu'ils ont sacrifié. Pourquoi ne pas avoir battu en retraite avant qu'il n'ait plus rien à faire? Bah, c'est ce que je disais, c'est le problème, c'est une décision politique à Kiev de Zelensky qui a été prêt à sacrifier énormément de troupes pour un gain médiatique. oui, par Mais gain médiatique qui se transforme en catastrophe médiatique, évidemment, avec la catastrophe militaire. oui, ça c'est Kursk aussi était on va dire, un moyen facile de justifier encore plus d'armes parce qu'il fallait défendre les pauvres soldats ukrainiens enclavés et encerclés. Donc c'était on va dire, c'est quelque chose qui permet dans le narratif, un peu comme rappelez-vous les soldats nord-coréens qui ont servi justement à autoriser les tirs en profondeur. À chaque fois, ça sert, on va dire ce narratif permanent. Alors, avant de recevoir Gilles, on va parler d'un dernier petit sujet. Il y a Allez, ouais, désolé Gilles, on s'excuse, on est un petit peu en retard, mais il y a énormément de choses. Et puis Pedro m'a un peu surpris avec ce dernier sujet-là, parce que j'avais pas du tout j'étais pas au courant. Bah, je connais, mais évidemment, mais c'était pas prévu. Juste un petit mot sur, les milices. exactement, donc il y a eu des manifestations et il y a eu en particulier un es alors les manifestations, ont eu lieu en plusieurs phases. Il y a eu des marches, il y a eu, un certain nombre de choses et donc ça commence par le vendredi soir avec, des militants pro-Hamas qui appellent au djihad dans les rues. Puis avec des embrouilles entre certains collectifs Némésis, du moins le collectif Némésis et le collectif Nous Toutes, donc Némésis plutôt, à l'extrême droite et Nous Toutes plutôt pro-israélien, avec d'autres collectifs féministes et au final, moi j'ai l'impression, on a beaucoup parlé, des embrouilles entre les groupes féministes et on a peu parlé de la cause des femmes. Donc peut-être toi tu as une autre vision. Voilà, bah, donc rapidement, et je m'excuse encore de ce retard. D'abord, c'est une honte ce qui s'est passé, puisqu'on a à nouveau des petits bourgeois et des bourgeois déguisés, repeints en antifascistes, qui sont allés manifester le jour de de, heu, de la Journée internationale des droits des femmes et contre les violences, faites aux femmes, hein, pour aller molester, des femmes. C'est quand même c'est du génie et ils se sont plaints, que la police protège l'extrême droite. On est quasiment comme avec Georgescu, en Roumanie là. Oui, la police protège les gens qui manifestent. Et oui, on peut ne pas être d'accord avec le collectif Némésis et elles ont une vision du féminisme qui est particulière, mais elles auront manifesté. C'est leur pays, elles sont aussi des citoyennes. Elles amènent une lumière sur un aspect, même si elles sont conservatrices, elles amènent un aspect, une lumière sur un aspect des violences qui sont faites aux femmes. Alors c'est sûr qu'elles l'ethnicisent beaucoup, ce qui peut être un problème, mais elles ont le droit de le faire. Donc eux, ils veulent leur interdire. Voilà. Donc le jour de manifestation des droits des femmes, plus il y a eu des insultes antisémites, ce qui est complètement délirant. C'est quoi le rapport en fait? Alors, la cause palestinienne de 2 États est légitime. Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite sont des crapules qui massacrent des Palestiniens. Mais quel est le rapport là, en fait? Et puis le Hamas, hein, pour le droit des femmes, bon,
C'est comme, pour les homosexuels, hein. On peut rappeler LGBTQI+, pour la Palestine, c'est un petit peu comme, comme, je m'excuse, j'ai la préfecture de police qui m'appelle en ce moment même, vous voyez? C'est le major Pichonnier qui m'appelle et Pichonnier, pour ceux qui savent, c'est celui qui autorise les manifestations et c'est celle pour Boualem-Sansal. Donc je vais devoir vous quitter quelques instants. Voilà, et une dernière chose, c'est qu'on ne parle pas malheureusement des manifestations. On a peu parlé, d'un grave problème qui est le problème, eh bien des violences qui sont faites aux femmes, en particulier les mutilations génitales féminines et la Tout à GPA. fait. Parce qu'on a découvert récemment, qu'en Ukraine, il y a des fermes à femmes, hein, voilà. Donc la GPA est une atteinte aux droits des femmes. C'est, se servir de la misère des femmes pour, les acheter comme des esclaves et se servir de leur capacité reproductive pour que des riches, en Occident, et qui en plus se considèrent progressistes, puissent profiter de cette misère pour s'acheter un enfant. Voilà. Il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a des droits de l'enfant. Voilà, une grosse confusion et la GPA, fait partie des crimes, que subissent, les femmes, je tenais à le dire ici. L'autre problème, c'est les mutations génitales féminines dont on entend peu parler dans certaines organisations, féministes. On se demande bien pourquoi, parce que ça touche quand même 230 millions de femmes dans le monde, et beaucoup en France. Alors les mutations génitales féminines, c'est quoi? Eh bien, heu, l'excision, l'infibulation, c'est-à-dire on coud les lèvres des femmes. L'excision, c'est on retire le clitoris. Bon, c'est absolument horrible, hein, 230 millions de femmes, principalement en Afrique, et au Proche-Orient, dans une trentaine de pays et le problème, c'est qu'on en a beaucoup en France aussi. Alors, souvent, ce sont des gens, des femmes qui en suivent justement, mais aussi, c'est un problème puisque on a et selon une enquête, c'est 7,2 de la population féminine de Seine-Saint-Denis qui, eh bien, a subi cela. Donc, il ne faut pas oublier, toutes les violences faites aux femmes et voilà, c'était pour le rappeler rapidement, comme c'était le 8 mars et avec 15 minutes de retard, on va recevoir Gilles. Désolé Gilles. Oui et pardon pour, je me suis confondu entre «Nous toutes» et «Nous vivons». Donc mea culpa, ce n'est pas «Nous toutes» qui posait problème aux manifestantes, mais c'était bien le collectif «Nous vivons». Donc voilà. Heu